Voilà, nous continuons donc sur le festival du film de recherche et de développement durable, ici à Fred, donc dans la salle E7-Duranty à Toulouse. J'ai à côté de moi Ernest Hagler de l'association Groupement des acteurs du développement durable, qui est une association basée à Esquelquens et qui intervient, et qui est d'ailleurs une des seules effectivement aujourd'hui présente, à intervenir sur un rapport nord-sud. Qu'est-ce que vous pouvez donc nous expliquer du fonctionnement, des objectifs et des publics que touche l'association GAD? Je vais d'abord faire un tout petit peu d'histoire. Il y a longtemps, il y a 20 ans, j'ai pris ma retraite d'enseignant et je me suis retrouvé par le plus grand des hasards en zone subsahélienne au Burkina Faso, pays que je ne connaissais absolument pas. La première idée était d'aider les enseignants du Burkina Faso dans leur quotidien. Et on s'est aperçu au bout de quelques temps que ça ne fonctionnait pas très bien, que les enseignants de ce pays n'étaient pas vraiment au service de la population. Par contre, dans le même temps, nous avons pu constater avec les amis qui étaient là avec moi à l'époque, les très grandes difficultés de vie quotidienne des habitants. C'est un pays de la zone subsahélienne qui est soumis à deux saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. À partir du mois d'octobre, il arrête de pleuvoir et ne recommence à pleuvoir qu'au mois de juillet de l'année d'après. Donc nous nous sommes rendus compte que ces gens autour de nous n'avaient pas ni suffisamment à boire, ni suffisamment à manger. Donc la question que nous nous sommes posée au bout de quelques temps et après avoir analysé les choses, qu'est-ce que l'on peut avoir comme approche pour augmenter la quantité d'eau et de nourriture auxquelles ces populations peuvent avoir accès. Les deux étant liés de toute façon. Les deux sont extrêmement liés puisque, sauf dans l'hémisphère nord où les choses sont simples, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune production de végétal qui soit possible. Deuxième élément, c'est un élément quantitatif. 85% de la population de ces pays qui sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nord Togo, le Nord Bénin, le Nord Ghana, sont dans la même situation. Ces populations ne vivent que de leur production. Elles n'ont pratiquement pas d'autres activités. Ce qui provoque également un autre phénomène qui est une extrême pauvreté, une extrême difficulté à avoir un tout petit peu d'argent pour la vie quotidienne. D'accord, et donc vous avez mené un diagnostic qui vous a conduit à intervenir à quel niveau et avec les habitants pour justement améliorer ces ressources en eau et du coup les productions qui sont induites par cette disponibilité? Le premier diagnostic la première réflexion a été de faire l'état des lieux de ce qui existait en accès à l'eau. Et nous nous sommes rendus compte que d'une part il y avait des choses extrêmement archaïques et donc qu'il fallait abandonner, comme des puits creusés dans la terre, directement dans la terre, comme l'eau que l'on prend dans les marigots, donc extrêmement polluée, porteuse de maladies, etc. Et que ce que faisaient les États et un certain nombre d'ONG, à savoir des forages équipés de pompes manuelles, ne résolvaient pas les problèmes, puisque si éventuellement certains d'entre eux donnaient de l'eau pour boire, ça ne permettait en aucun cas de produire de la nourriture. Deuxième élément qu'il faut connaître, si une pompe ne permet pas de produire de la richesse, la moindre panne ne sera pas réparée puisque les hommes, l'eau c'est le travail des femmes, mais les hommes considèrent que les femmes iront chercher plus loin, que ce n'est pas un vrai problème. Donc notre idée a été de dire voilà, comment on peut faire pour marier en même temps l'accès à l'eau et la production de nourriture qui va créer une richesse. Et vous intervenez à quel niveau alors? Alors nous sommes arrivés à des techniques qui sont connues, on n'a rien inventé, hein, des techniques qui sont connues, mais qui, premièrement, on crée des forages qui vont non pas dans la nappe phréatique, mais dans les roches hydriques qui se trouvent en dessous des roches imperméables. Deuxièmement, nous installons sur ces forages des pompes solaires en ligne avec des plaques solaires qui vont donc, sans batterie, qui vont donc produire de l'eau, exorer de l'eau dès le lever du soleil et jusqu'au coucher du soleil. En choisissant avec pertinence les points de forage, les points de foration, en choisissant le matériel qui va bien, à savoir du matériel
qui vient de l'Europe, qui est garantie pour un certain nombre d'années. Nous avons donc la capacité aujourd'hui, à chacun des endroits où nous sommes, de produire entre 12 000 et 15 000 litres d'eau par jour. D'accord. Ce qui d'une part donne de l'eau à 200 familles et d'autre part peut fournir entre 4 000 et 6 000 litres d'eau pour l'irrigation de jardins que l'on crée au fur et à mesure. D'accord, très bien. Il y a justement un travail, au-delà du pompage, je dirais, de l'eau, il y a un travail aussi sur les pratiques agricoles qui sont plus économes en eau, comme le choix des cultures ou des techniques aussi de mulching ou de protection justement pour lutter contre l'évaporation, je veux dire. Est-ce qu'il y a tout cet accompagnement aussi au niveau agricole et des techniques finalement culturelles? En fait, tout est à faire parce que les techniques traditionnelles, évidemment, les femmes et les hommes savaient cultiver, savaient avoir une production, mais une production à petite échelle et de façon ultra traditionnelle, et donc en quantité minime et qui ne permet pas de produire quelque richesse que ce soit. Donc nous expérimentons avec eux, nous les accompagnons lourdement. Le principe en est le suivant. Chaque jardin, dans un premier temps, les jardins ont une surface de 2000 mètres carrés. Sur ces 2000 mètres carrés, il y a entre 15 et 20 femmes qui vont cultiver ensemble en apprenant des techniques adaptées au système que l'on propose. Adapté, ça veut dire, le choix des aliments, le choix des plantes que l'on va faire, de façon à produire un maximum d'argent. 2, la conduite de la culture, de façon, à ce que ce soit économe en eau, en utilisant des systèmes d'irrigation goutte à goutte. 2, en éliminant systématiquement tout produit chimique de ces jardins, ni engrais ni pesticides, et en utilisant les moyens naturels. C'est un apprentissage complet et permanent parce que, y compris les techniciens du monde agricole dans ces pays, ont été contaminés par nos productions intensives et donc eux proposent de l'engrais et des pesticides. Même et y compris, pour votre information, mais vous le savez sans doute, les pesticides interdits en Europe sont vendus là-bas parce que ça peut rapporter encore. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction, que les licences courent donc, toujours. Ouais. Notre propos est de créer un embryon de développement autour de cette eau pour avoir vraiment toute petite création de richesse qui va permettre de sortir de la précarité absolue. D'accord, très bien. Les prochaines dates du GAD, justement, pour qu'on puisse mieux vous connaître, il y a un site internet, je crois. Il y a un site internet, gad-asso.org, www bien sûr. Il y a des réunions régulières, on peut vous rencontrer? Non, nous organisons un certain nombre d'expositions à la demande, ouais. Dans des établissements, dans des municipalités, etc. Mais c'est vraiment à la demande. D'accord. Nous sommes en lien, tant que faire se peut, avec des établissements d'enseignement, disponibles pour éventuellement répondre à des municipalités ou d'autres choses. Et des événements, on n'en organise pas beaucoup. Si, vous participez à celui-ci aujourd'hui? Aujourd'hui, je participe à celui-ci. On fait une petite fête la semaine prochaine. On appelle ça Festigade, une animation autour de ce que l'on fait, mais autour en même temps de la musique, de la nourriture, un moment agréable et convivial. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Ernest. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au plaisir de vous revoir quelques. De même.